déjà minuit passé quand le pilleur de tombes franchit les grilles du cimetière. Il tenait une pelle et un vieux sac en toile de jute sur l'épaule. Il savait que, dans son sinistre métier, cette nuit serait lucrative, et sur ce point il avait raison, mais pas de la manière qu'il imaginait. Le pilleur de tombes traversa l'herbe, entouré de pierres tombales récentes et anciennes. Il sifflotait gaiement. S'il craignait les fantômes, il n'aurait jamais choisi ce métier. Il trouva vite la tombe d'une riche vieille femme, repérée dans les avis de décès, un rituel qu'il appelait en privé « lire le menu ». En découvrant la tombe de la vieille peau, il creusa sans attendre dans la terre tassée. Peu importe combien de fois ils avaient entendu le vieux cliché, on n'emporte rien dans la tombe. Expérience de voleur, les gens comme ça essayaient toujours. Il découvrirait sûrement des bijoux anciens et ses précieux héritages familiaux dans son cercueil. Inestimables, jusqu'à ce qu'il les apporte au prêteur sur gage et voit combien Vinny offrait. Fouilleur industrieux, il toucha vite le bois dur du couvercle orné du cercueil avec sa pelle. Magnifique. Il dégagea le reste de la terre du couvercle du cercueil et sortit le petit pied de biche de sa ceinture pour le desserrer comme prévu. À l'intérieur, il trouva le corps desséché d'une vieille dame riche en robe élégante. Mais elle ne semblait porter aucun bijou, ni bagues aux doigts ou aux oreilles, ni collier, ni broche sophistiquée, rien, nada. El sulcho. Le pilleur de tombes pensait avoir échoué, puis il vit briller un éclat d'argent dans la main fermée de la vieille femme. Il n'avait absolument aucune honte, forçant l'ouverture de la poigne de mort de la femme et découvrant ce qui semblait être un rectangle fait de papier d'aluminium argenté. Mais dès qu'il l'eut en main, il disparut dans les airs, le papier d'aluminium argenté avec lui. Des siècles plus tôt, sur un champ de bataille lointain, un clan viking combattait un autre clan, un guerrier viking. La femme était en plein cœur de l'action, balançant sa grande hache dans le corps de tout ennemi assez malchanceux pour se trouver à proximité. Quelle fierté elle ressentait en offrant ses âmes au Valhalla. Elle combattait sans relâche, puis portait un toast à la victoire avec sa gourde de vin. Au sommet d'un tas de cadavres ennemis, la femme guerrière abattait ses adversaires avec une puissance dévastatrice. Son père lui avait bien appris qu'Odin ne lui ait pas donné de fils, malgré ses efforts, ne l'empêcherait pas d'engendrer. Force redoutable et terrible sur le champ de bataille, les Vikings ont toujours été plutôt égalitaires lorsqu'il s'agit de donner ou de recevoir de la violence. Au milieu de la bataille, la guerrière vit son pire ennemi, Harald Dent Noire, surnommé pour sa mauvaise hygiène dentaire. Harald Dent Noire, qui avait lâchement tué son père d'une flèche dans la tête en temps de paix. Une mort si déshonorante empêchait son père d'accéder au banquet légendaire du Valhalla. Elle le lui ferait payer très cher. La guerrière fonça vers Harald, aussi déterminée que la flèche qui tua son père. Elle rugit pour qu'il lui fasse face, et quand il le fit, elle brandit une hache vers ce visage même. Mais Harald était un homme rusé. Il évita le coup et, avec une de ses épées courtes, trancha le manche de la hache de la guerrière, dont la tête tomba au sol. Mais c'était en quelque sorte une aubaine. Cela lui donna l'occasion d'offrir à ce misérable une mort bien plus significative. La femme guerrière recula et tira l'épée qu'elle avait gainée et attachée dans son dos, son épée ancestrale, l'épée de son père et celle de son grand-père avant lui, transmise de génération en génération. Cette épée serait parfaite pour envoyer Harald, la Dent Noire, à sa récompense ultime. La bataille fut rude. Harald, lâche mais expert à l'épée, fut finalement tué par la femme guerrière, debout haletante et ensanglantée au-dessus de lui. La bataille se calma alors que ses compagnons éliminaient les ennemis restants et le butin revint au vainqueur. Une conquête viking implique toujours un peu de pillage après la bataille. Alors que la guerrière fouillait son ennemi tombé, elle remarqua un étrange rectangle d'argent lumineux. Elle l'examina de près, puis disparut du champ de bataille sans jamais reparaître. Des siècles plus tard, un tueur monstrueux rôde dans le Londres brumeux, vêtu d'une cape noire et d'un haut de forme, l'image du parfait gentleman. Sous ce visage élégant se cache une noirceur inimaginable. Il glisse dans les rues, telle une chauve-souris sortie de l'enfer, sans peur, malgré les affiches avertissant que Jack l'Éventreur rôde partout. Impatient de faire une nouvelle victime, il ne peut s'empêcher de rire en voyant les portraits robots de la police. Ils ne lui ressemblent pas du tout.
Pendant que tous ces imbéciles de Scotland Yard pataugent dans l'épreuve, Jack arpentait les pavés mouillés de Whitechapel, cherchant des dames de la nuit pour satisfaire les sombres vices qui hantèrent son cœur. Il trouva vite une femme en robe rouge, au visage émacié et aux yeux tristes, qui éveilla tous ses désirs. Oui, ce serait elle ce soir. Il la séduisit avec des mots doux et de l'or, affirmant qu'il était risqué pour une femme comme elle de traîner dehors avec un tueur en liberté. Peut-être pourrait-elle venir passer la nuit dans son appartement en ville. Il faisait bien plus chaud qu'ici. Les gens désespérés n'ont jamais vraiment besoin de persuasion. Rapidement, il l'emmena discrètement dans son appartement isolé. Quand elle aperçut le couteau Leaston plaqué nickel, il était déjà trop tard pour fuir. Il passa les heures suivantes à explorer chaque centimètre de son corps avec ce couteau, et une fois qu'il estima en avoir eu pour son argent, pour ainsi dire, il retourna dans les rues brumeuses pour abandonner son corps, où il serait retrouvé à la lumière froide du jour. Les meurtres le fascinaient, mais il était encore plus excité par les gros titres à venir. Tous les romans à 2 sous le décrivaient comme une créature surnaturelle, aussi mortelle qu'une lame et insaisissable qu'une brume suspendue. Tout cela était tellement flatteur. Alors qu'il se préparait à se reposer, ses bras restaient fatigués. Après le travail pénible de l'acte, Jack remarqua quelque chose qui flottait dans la brise à proximité. Un étrange morceau d'argent sans poids, un bout de papier aluminium, comme c'est étrange. Il tendit l'une de ses mains habiles, tachée de sang, et l'attrapa dans l'air pour l'examiner de plus près. Et malgré tout ce que disaient les journaux à sensation et les romans à 2 sous, ce moment fut la seule fois où Jack l'Éventreur disparut réellement des rues de Whitechapel. De nos jours, de l'autre côté de la Manche, un mime de rue se produisait pour quelques pièces dans un chapeau, dans les rues de Paris. Peut-être la seule ville où l'art du mime était vraiment respecté. Il avait remarqué que la nouvelle génération respectait moins l'art du mime que les précédentes. Il en voulait aux réseaux sociaux. Pas que vous l'entendiez jamais en parler en public, vous ne l'entendriez jamais parler. Les gens l'ignoraient comme un lépreux pendant qu'il montait une échelle invisible par son jeu d'acteur physique. Peut-être avait-il besoin de plus d'action. Il a fait semblant d'être un soldat sur la ligne de front d'une guerre, épaulant impeccablement son fusil d'assaut invisible, allant jusqu'à se préparer à l'effet de recul réaliste à chaque tir. Il adoptait une posture militaire en rôdant. Pensant vivre un moment très éprouvant, il a soudain reçu une balle imaginaire dans le cou. Il s'est effondré dans les rues de Paris, mimant ses convulsions de mort alors qu'il se vidait de son sang sans qu'aucune goutte ne coule. La scène était si intense que son béret a presque chuté. Et pourtant, il semblait que les sympathies des foules anonymes de voyageurs et de touristes ne s'éveillaient pas. Son admiration pour Marcel Marceau et son passage à l'École internationale de théâtre Jacques Lecoq avait-il été vain? Il pleurerait sans crainte de gâcher son maquillage blanc, alors que tout espoir semblait perdu. Une silhouette passa si vite près de lui que le mime ne put la distinguer. Mais ce que le mime put voir clairement, c'était la bande argentée qui tombait dans le chapeau. Il avait laissé pour les pourboires une sorte d'invitation ou de billet, peut-être avec la théâtralité physique maîtrisée qu'on ne pouvait attendre que d'un mime expert. Il plongea sa main gantée dans le chapeau et ramassa le billet pour disparaître aussitôt des rues de Paris où, malheureusement, personne ne remarquerait jamais son absence. Washington, D.C., année 1960, au pic de la paranoïa de la guerre froide. Il semble que tout le monde est sur les nerfs, s'attendant à une invasion ou à une dévastation nucléaire à tout instant. Tous, sauf un politicien de Washington, qui était conduit vers une chambre d'hôtel luxueuse par sa cravate. Sa guide, une belle blonde en robe de cocktail, lui lançait des regards langoureux. Il a passé la nuit la plus incroyable de sa vie, et pourtant, il a l'impression que ça va encore s'améliorer. Pourtant, il titubait et vacillait à cause de tous les martinis qu'il avait descendus. En profitant de la soirée avec cette belle inconnue au bar, il espérait être encore assez lucide pour assurer. Il ignorait que les drogues données par la belle inconnue agissaient déjà. Elle aurait ce qu'elle voulait de lui, sans avoir besoin de conscience, fondu, enchaîné vers l'avant. 1 heure plus tard, le politicien est évanoui sur le lit luxueux de l'hôtel, tandis que la belle inconnue est assise à un bureau tout proche. Elle parle russe dans un émetteur-récepteur. Elle était une hirondelle, une espionne recueillant des informations auprès de cibles clés, avec une arme subtile de séduction plutôt qu'une infiltration classique ou la violence.
Le Casanova masculin est appelé Corbeau. Au cas où vous vous poseriez la question, ce politicien avait été très bavard. Au bar, plus il buvait, plus il dévoilait de secrets sur la sous-commission militaire. Il semblait tout révéler. Quel homme généreux. En transmettant l'information à son agent, l'hirondelle souriait, sachant que les propos imprudents de son compagnon allaient bientôt couler de nombreux navires américains. Son agent traitant était ravi des informations obtenues, mais comme elle détenait un atout politique américain clé, elle voulait voir si elle pouvait obtenir plus. De plus, il comprenait du premier coup. L'hirondelle commença à fouiller les vêtements de la politicienne. Pour toute autre chose, elle pouvait utiliser une note, un mémo, une clé ou une carte d'accès, tout ce qui pourrait servir les objectifs de sa patrie. Malheureusement, il ne semblait pas qu'il ait eu quoi que ce soit d'intéressant sur lui, jusqu'à ce qu'elle aperçoive une lueur argentée dans la poche intérieure de sa veste. Peut-être que cela pourrait être intéressant. Elle le sortit et disparut aussitôt de la chambre d'hôtel. Le politicien se réveillerait le matin sans avoir la moindre idée de ce qui s'était passé. Joey Labouche, petit homme de main de la mafia du New Jersey, était bien conscient de sa situation, surtout après être devenu indique pour le FBI. Maintenant, il se trouvait à l'arrière du yacht de son ancien ami et patron, Big Tony, qui, avec ses sbires, pointait un Glock sur Joey. À ce moment précis, il regrettait vraiment de ne pas avoir accepté l'offre d'entrer dans le programme de protection des témoins quand on la lui avait proposée. La vie de gangster était tout simplement trop difficile à abandonner, et maintenant, il semblait qu'il allait mourir comme un gangster à cause de ses ennuis. Big Tony refusait d'entendre les excuses des balances. On lui avait menti et ce minable l'avait trompé des années, alors qu'il lui offrait une place à sa table. Il le dénonçait aux fédéraux. Sous la table, c'était une violation répugnante des principes de Omerta, dont la seule punition possible était la mort. Joey, croyant pouvoir s'en sortir, a tenté de raisonner Tony, mais s'est fait cribler de balles par Tony et ses hommes. Le corps du rat a sombré dans l'océan, colorant l'eau de rouge. Une nouvelle fuite a été colmatée. Tony souffrait en secret d'éliminer un homme qu'il considérait autrefois comme un ami proche. Pas d'honneur entre voleurs. Tony s'apprêtait à ordonner à ses sbires de ramener le yacht au port le plus proche du New Jersey. Il aperçut quelque chose briller au soleil en tombant vers lui, étant instinctivement un homme qui prenait toujours ce qu'il voulait. Il tendit la main et l'attrapa pour disparaître aussitôt du yacht sous les yeux ébahis de ses sbires. Mais les gangsters n'étaient pas les seuls tireurs surpris. Il y a 150 ans, 2 cow-boys tireurs d'élite allaient se prouver que cette ville était trop petite pour eux deux. Ils se tenaient devant le saloon Snakebite, les mains nerveuses, flottant au-dessus de la crosse de leur revolver. Cette querelle couvait depuis des années, et ils savaient qu'elle finirait ainsi. Ils appartenaient à des bandes distinctes, volant du bétail et attaquant diligences, puis trains. Ils s'étaient fait perdre de l'argent mutuellement dans des combines de jeux. Ils avaient été rivaux en amour, se battant pour des femmes dont ils étaient tous deux tombés amoureux lors de duels armés, et ils avaient même assassiné les amis les uns des autres. Pour finir cette vendetta, il faudrait que l'un d'eux verse son sang. Mais lequel d'entre eux prouverait qu'il avait la main la plus rapide de l'Ouest? Au moment crucial, les 2 cow-boys se regardèrent et dégainèrent. Seul un colibri aurait perçu les détails. Les 2 dégainèrent, mais un seul revolver tira. Un cow-boy s'effondra, blessé au cœur, du sang coulant sur sa chemise. Les ténèbres l'envahissaient. Le cow-boy survivant s'approcha et donna un coup de pied, projetant de la poussière sur ses bottes, un vieux rituel de duel. Un geste respectueux aidant l'âme du pistolero à accéder au paradis après sa mort. Leur querelle pouvait enfin finir, mais le cow-boy remarqua quelque chose d'étrange sur la botte gauche de son ennemi mort, un morceau de papier aluminium argenté dépassé du talon. Poussé par la curiosité, il ramassa l'objet et disparut aussitôt dans un vide hors du temps et de l'espace. 7 personnes surgirent alors, le voleur de tombes, le guerrier, la femme, Jack l'éventreur, le mime de rue parisien, l'hirondelle, Big Tony et le cow-boy. Ils n'avaient aucune raison naturelle de se connaître, étant séparés par le temps, l'espace et leur mode de vie. Pourtant, ils étaient tous là, debout dans l'obscurité, avant que l'un ne demande ce qui se passait. Les lumières se sont allumées, révélant qu'ils se tenaient tous dans un endroit qu'aucun d'eux ne pouvait vraiment imaginer. L'intérieur ressemblait à une immense usine, mais d'un genre inconnu pour eux, une véritable attaque technicolore contre les sens.
comme vomir après avoir mangé 5 paquets de Skittles et bu du liquide de bâton lumineux. Chaque tuyau sinueux était couvert de pois ou de rayures de sucre d'orge. Le sol était un gazon synthétique rose et moelleux. Des machines étonnantes fabriquaient des jouets et des bonbons impossibles, les expédiant sur des tapis roulants dans des boîtes estampillées Dr. Wondertainment. De petites créatures à la peau bleue et aux cheveux roses vifs, une sous-espèce humanoïde connue sous le nom de Minkalinkas, travaillait avec diligence pour s'assurer que les boîtes étaient correctement scellées et expédiées. Soudain, dans un nuage de fumée violette, un homme théâtral en manteau rouge, haut de forme noire, canne et monocle apparut devant les 7 étrangers réunis. Il ôta son chapeau, s'inclina et se présenta comme le fantasque Dr. Wondertainment. Et il avait réuni ces 7 personnes exceptionnelles ici pour une seule raison, leur faire visiter, sans aucune restriction, son usine unique en son genre, pleine de jouets et de bonbons anormaux. Car ils avaient tous trouvé un de ces tickets d'argent spéciaux. Naturellement, ils avaient tous des questions, mais le Dr. Wondertainment les encouragea à garder leurs questions pour la fin de la visite, parce qu'il y avait tant de choses à voir et à faire. Afin d'apaiser la confusion de chacun d'avoir été arraché à son contexte social et historique particulier, il leur proposa un bol de délicieux bonbons roses pour les faire patienter, une offre à laquelle ils consentirent d'abord à contre-cœur, mais dès qu'ils goûtèrent chacun à ces incroyables bonbons, leur attitude changea. Ils en reprirent une deuxième, puis une troisième et une quatrième fois. Dr. Wondertainment, un peu nerveux, leur suggéra de ralentir et de garder de la place pour les autres bonbons à venir lors de la visite. Mais il était déjà trop tard. Pendant que Dr. Wondertainment préparait une chanson sur le pouvoir de l'imagination, coécrite avec Brian Eno et répétée depuis des semaines. Les effets étranges des bonbons touchèrent les 7 invités malchanceux. S'ils n'en avaient pris qu'un seul, oui, ils auraient simplement vu de la mousse rose, parfumée au chewing-gum, s'échapper des pores de leur abdomen, de leurs bras et de leur dos. Oui, cette mousse aurait été faite avec leur sang, sans causer de réels dommages. 95% des sujets sont morts d'hémorragie après avoir consommé au moins 4 bonbons. Comme le Dr. Wondertainment l'a vite compris, les 7 invités réunis à travers le temps et l'espace ont commencé à s'effondrer sur l'herbe artificielle. La Fondation a donc ordonné le confinement du bonbon SCP-1079, appelé aussi bonbon bain moussant du Dr. Wondertainment. Le Dr. Wondertainment observa les 7 cadavres exsangues devant lui et soupira. Quel gâchis de tickets. Rejoignez le Patreon du Dr. Bob et devenez chercheur junior. Consultez une autre entrée des dossiers du Dr. Bob, comme SCP-1550 ou la liste des 12 meilleurs animaux SCP créés par Dr. Wondertainment.